Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre magazine d'analyse et commentaires de la presse de la semaine. Nous sommes en direct de Yaoundé, c'est Canal Presse et nous démarrons tout de suite avec le sommaire de Ghislain Pierre Issono. L'assistance n'est pas un partenariat, l'assistance n'est pas une affaire prévue, l'assistance est un cadeau, une façon de venir en aide par opportunisme, presque par pitié. L'assistance, c'est comme une aide, et les journalistes camerounais n'aiment que très peu l'aide publique à la communication privée. L'assistance relève donc de la solidarité, ce n'est pas un ordre républicain. Ce n'est pas un programme, comme ce fut le cas pour la reconstruction de la région de l'extrême nord, après les affres de la secte terroriste Boko Haram. Les gens bien de là-bas nous inspirent ce dimanche. On a eu la chance de les côtoyer de moitié à l'occasion de l'annonce faite, comme très inhabituellement, par le premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yang. Monsieur Yang, justement, qui dévoilait un plan d'assistance humanitaire d'urgence qu'il connaît, mais pas plus que son initiateur principal. Paul Biya, bienfaiteur, s'est saisi de l'opportunité de la crise dite anglophone pour lancer une opération aux 1000 visages. Premier dans la classe, la volonté politique affichée pour secourir les Camerounais originaires du nord-ouest et du sud-ouest, sinistrés ou presque des régions dites anglophones. Ce qui sonne comme un début de solution, un début de réponse aux prétentions valablement exprimées et relayées par la commission Peter Mafani Moussongue. Maintenant nous tranquilles, Paul Biya dépasse Cristiano Ronaldo. Chez ce très grand footballeur, on voit venir le but. Tel n'est pas le cas des opposants camerounais, ainsi surpris par la feinte présidentielle. L'homme mendiant de la paix reste convaincu que toutes les initiatives précédentes ont échoué. Dans son positionnement stratégique, la présidentielle en vue donne au président camerounais de construire une paix menacée et devrait donc avoir un autre mandat pour achever ce qu'il a si bien commencé. Clairement, minoritaires ou majoritaires, les populations du nord-ouest et du sud-ouest iront aux urnes avec le sentiment que seule la solution militaire ne suffit plus. Mais question, quel chapitre budgétaire va supporter la dépense publique si ce n'est celui de la paix avant l'élection présidentielle? Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre Issono et nous accueillons tout de suite nos invités déjà en plateau. Je commence par vous, Jean-François Mebenga, journaliste que on ne présente plus. Merci d'être venu avec vous. Une actualité pas des plus heureuses puisque nous avons appris cette semaine finalement que le sous-préfet de Batimo a été assassiné. C'est une annonce du gouvernement du Cameroun. Est-ce que ça vous a surpris que les preneurs d'otages en arrivent là finalement? Oui, d'abord, Carole, je voudrais vous remercier pour l'invitation et ensuite saluer vos millions de téléspectateurs. Et à propos de cette nouvelle, qui est d'ailleurs évidemment triste, on ne peut que le regretter. Regretter qu'un brillant fonctionnaire, un brillant commis d'État, qui ne voulait que servir son pays, qui a été à ce poste pour servir son pays, disparaissent dans ces conditions dramatiques. Si toutes les preuves sont réunies, eh bien, nous ne pouvons que lui rendre un hommage mérité, n'est-ce pas, pour ce qu'il aura fait pour le Cameroun. Merci à vous également d'être là, docteur Raoul Soumoutayo, spécialiste des questions de défense et de sécurité. On ne parle plus ou presque plus de la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Pourtant, elle continue à faire des morts avec des villages attaqués. L'insécurité n'est pas finie dans cette zone, n'est-ce pas? Carole, bonjour. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais, avant de répondre à votre question, saluer un peu la résilience des populations de la région de la Damawa, plus particulièrement celles des départements de la Vina, du Fareo-Deo,
du Mbéré et accessoirement du Mayo-Bagno. Ces populations, je salue leur résilience pour la simple et unique raison qu'il y a un drame qui se noue dans cet espace depuis pratiquement 2 ans. Votre consoeur, Josiane Kogue, a fait un article très intéressant sur les prises d'otages dans cette région. Les populations là-bas vivent un véritable drame. Peut-être faudrait-il qu'on pense également à elles, qu'on pense à un plan d'urgence pour les jeunes de cet espace-là. Sinon, je crois qu'après la crise anglophone, ce sera très probablement la prochaine patate chaude. Nous n'en sommes pas là fort, heureusement, grâce à l'action conjuguée des élites de ces localités-là et des autorités traditionnelles, surtout, la menace est jugulée. Mais je crois qu'il faudrait que l'État fasse quelque chose. Maintenant, pour revenir à la guerre contre Boko Haram, effectivement, on assiste à un déclassement médiatique de cet autre drame-là chez nous, pour la simple et unique raison que vos confrères et vous avez fait le choix de vous attarder uniquement sur ce qui fait sensation en ce moment, c'est-à-dire la crise anglophone. La crise anglophone, justement, qui a relégué au second plan, justement, cette crise. Les attentats sont quasi quotidiens, les raids de Boko Haram sur des villages, notamment des zones montagneuses, sont quasi quotidiennes. Il y a un drame qui se joue également là-bas à huis clos. Est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu, ça je l'ignore. Mais je pense qu'il est important aujourd'hui que les médias n'attendent pas seulement qu'on organise des safaris journalistiques. Moi je dis le ministère de la Défense n'est pas une agence de voyage. Il faudrait que vous autres journalistes preniez les devants, allez sur le terrain, vous rendre compte effectivement du drame qui se passe. C'est tout cela, vous avez un rôle d'alerte et je pense que il est important aujourd'hui que vous attiriez l'attention des uns et des autres. Vous avez constaté avec moi que la mobilisation nationale qui avait suivi la déclaration de guerre s'est essoufflée. Et puis aujourd'hui, voilà, la situation est extrêmement grave. C'est vrai que quand on présente les choses comme ça, on a l'impression que rien ne marche au Cameroun. C'est pas mon intention. Mon intention, c'était beaucoup plus de relever la nécessité qu'il y avait de s'intéresser également à ce conflit-là. Merci à vous également, Alain Amasoka, d'être venu. Bonjour, vous êtes journaliste. Par ailleurs, je de la cellule communication du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, mais aussi conseiller en communication politique. Je vous rassure déjà que vous pourrez rester jusqu'à la fin de cette émission et que vous avez le droit de donner votre point de vue aussi contradictoire qu'il est vis-à-vis des autres invités. Mais je vous suggère de faire un commentaire de ce que Mutation appelle le brouillard dans la tenue des législatives et municipales. On a beaucoup parlé de la prorogation après la circulation d'une lettre non authentifiée du président de la République au président du Sénat. Et puis, plus rien. Est-ce que vous croyez qu'il y aura finalement une prorogation de ces mandats de députés et des conseillers municipaux? D'abord, bonjour aux téléspectateurs, Carole, et je vous remercie pour la bien aimable invitation que vous m'avez adressée pour ce plateau. Je ne sais pas si vous voulez me rassurer de quelque chose, mais je souris du coin de l'œil, du coin de mon regard. Je crois que il est quand même de bon ton, par respect aux milliers de téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches dans toutes les tribunes d'expression par voie médiatique, de savoir qu'il y a des pratiques tout de même qu'il faut bannir. J'ai été effectivement victime d'une entorse déontologique très très grave dans une chaîne concurrente à la vôtre, où j'ai été débarqué sur un plateau, suite à un caprice, j'imagine, du promoteur. Je ne veux pas citer les contemporains ici, mais je dois dire que la profession est interpellée, parce que les gens ne comprennent pas la vérité, ce que signifie véritablement un média dans une société. Un média, c'est une entité publique qui appartient à l'espace public et non à des individus, fussent-ils des promoteurs du point de vue de leur responsabilité légale. Les gens doivent le savoir. Canal Press est une tribune stratégique qui existe, ça va faire 2 décennies aujourd'hui, et appartient au patrimoine commun de l'espace public, que les gens se le mettent très bien dans la tête, qu'ils doivent respecter les téléspectateurs quand ils ont mis un produit par voie média. Ils doivent savoir que c'est une propriété du public, ne serait-ce qu'au nom du droit du public à l'information. Je parle devant les. C'est pour ça que vous êtes là, parce que le public est là. Je ne serai pas censuré, vous m'avez rassuré, donc je pense que vous serez vos éléments d'analyse avant la fin de l'émission. Mais c'est tout à fait regrettable. Dans un pays sérieux, un organe de régulation crédible se serait saisi de l'affaire. Mais bon, passons. Alors, vous parlez d'une éventuelle prorogation des autres élections. Je crois que le débat a été suffisamment évoqué la semaine dernière. La prorogation est une alternative qui est prévue par les prérogatives constitutionnelles et
pour lesquels le président de la République peut statuer, peut apporter un arbitrage. Mais moi, je voudrais avoir une autre lecture au-delà des questions, j'ai envie de dire, linéaires d'agenda. Parce qu'à la vérité, si vous voulez parler d'agenda, on ne sera jamais trop près. Je crois qu'il y a d'autres problèmes de fond qu'il faut poser. Je crois que le vrai problème, c'est les enjeux véritables de la problématique du développement, j'ai envie de dire quoi, de proximité, c'est-à-dire le développement communautaire, le développement national par rapport à la proximité des populations. Quand vous prenez par exemple les municipalités, vous vous rendez compte effectivement que la mutation sociale du point de vue de l'espace politique qui est en train de s'opérer montre bien qu'il y existe aujourd'hui dans l'espace, on dit quoi, social, politique et social, une nouvelle dynamique, une nouvelle mentalité, parce que les gens sont plus exigeants aujourd'hui à pouvoir voir leurs aspirations être satisfaites par ceux qui doivent les représenter. Et de plus, ça pose donc la question du leadership politique. À partir de ce moment-là, ceux qui sont appelés à pouvoir faire de la représentation sociale doivent être l'émanation des aspirations sociales. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut orienter le problème pour qu'on se retrouve avec, comment je veux dire ça, une nouvelle classe de dirigeants politiques, non seulement qui sont l'émanation d'un véritable leadership, et je crois que même au sein du RDPC, qui est le parti au pouvoir, qui est un parti respectable avec une implantation territoriale assez importante, c'est une préoccupation permanente. Et j'imagine que dans les autres formations politiques aussi. Donc, je crois qu'il est nécessaire que le leadership politique soit occupé par ceux qui appartiennent précisément aux émanations, aux impulsions et aux pulsions populaires. Mais maintenant, ce n'est pas terminé. Quand vous êtes dans ce leadership et vous en avez le privilège, vous devez vous préoccuper des aspirations, je veux dire, des préoccupations sociales du quotidien des Camerounais. Contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie, parce que des problèmes graves, il y en a. Et vous savez qu'il y a tout un ministère aujourd'hui spécialisé sur la question du développement local. Plein de choses à dire si vous voulez. Oui, bien sûr. Enfin, c'est des choses qui sont essentielles et qui interpellent les acteurs politiques. Merci beaucoup. Maître Emmanuel Sim, vous êtes un acteur politique, même si vous êtes aussi avocat au barreau du Cameroun, vice-président national du MRC. Le Messager affirme cette semaine qu'il y a eu une volte-face dans une affaire dont vous êtes l'avocat de l'accusé, l'affaire Bouba Simala. Qu'est-ce qui change que ce ne soit pas le président de l'Assemblée nationale qui soit le plaignant dans cette affaire? Écoutez, pour ceux qui, déjà bonjour à ceux qui nous regardent, je suis heureux de retrouver ces citoyens camerounais que je connais bien pour certains et avec lesquels j'ai de bonnes relations, même si politiquement on est parfois opposés. Suivez mon regard. C'est aussi ça. Non, je voudrais dire que cette affaire, pour la comprendre, il faut qu'on rappelle rapidement ce qui s'est passé. En 2016, le président Kabaye Djibril avait pris un arrêté dans lequel il disait que son aide de camp, Bouba Simala, aurait été auteur des actes de terrorisme contre lui et des tentatives de braquage. Et c'est des faits assez graves. Cet aide de camp donc a passé une cinquantaine de jours à la CEMIL, au cachot, sans que personne ne sache où il était, même pas sa femme, encore moins son avocat. Il est présenté finalement devant un juge d'instruction, au tribunal militaire de Yaoundé, qui rendrait une ordonnance de renvoi dans laquelle il est dit qu'il est poursuivi pour les faits, non pas de terrorisme ou de braquage, mais plutôt des faits très simples, d'outrage au président de l'Assemblée nationale, des faits de violation de consignes, ce qui est régulé chez les militaires, et des faits de menaces. Donc une affaire correctionnelle. La procédure va commencer tout à fait normalement devant le juge de jugement, jusqu'au moment où les conseils présumés être ceux de M. Cavaillé commencent à faire ce que j'appelle, c'est normal pour eux, mais en fait des incidents de procédure. Ils contestent les jugements avant une fois qu'ils sont rendus, ils recusent le juge militaire, ce qui était à mon sens assez grave, qu'un président de l'Assemblée nationale, qui est quand même dans le législatif, puisse contester une autre institution judiciaire en récusant un juge. Pour moi, c'était un scandale. Voilà. Donc, ils recusent le juge et du coup, le procès se met à patiner. On ne peut plus le juger parce qu'il y a beaucoup d'incidents qui sont provoqués par ses avocats. Mais dès le début du procès, j'avais dit au juge à l'époque que je considérais que M. Cavaillé n'ayant pas déposé une plainte de manière formelle contre M. Bouba Simala ne pouvait pas envoyer des avocats dans un procès où il n'est pas parti. Cela veut dire qu'il y avait une affaire ministère public contre Bouba Simala. Point. C'est ce que le dossier de procédure renseignait. Et à l'époque, le juge est passé outre. Donc j'étais très content quand le président de l'Assemblée nationale
a écrit une lettre qu'on a découverte à l'audience de mardi dernier, dans laquelle il dit clairement qu'il n'a pas déposé plainte contre mon client. Ce que j'ai dit avant. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que ça va donc font à la barre s'il n'y a pas de plainte du PAN? Il dit qu'il n'a pas été entendu, ni verbalement, ni par écrit, et que la procédure a été menée absolument en dehors de lui. C'est ce qu'il dit. Je l'avais déjà dit 3 ans plus tôt, et je suis content d'avoir... Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Et finalement d'être compris. À mon sens, il se trouve aujourd'hui simplement que finalement, ce que je craignais, c'est ce qui arrive, c'est que c'était une simple cabale contre ce monsieur pour des raisons purement internes à leur service, je ne les dirai pas ici. Et ça, c'est le tribunal qui le dira. Qui le dira, voilà. Donc, puisque l'affaire est pendante. Je vais m'arrêter là. Donc, je pense que le jugement sera prochainement rendu quand, enfin, parce que le PAN a aussi demandé, ce qui est peut-être à son honneur, que les débats soient réouverts dans la sérénité. C'est ce qu'on attend depuis longtemps. Maintenant, ce qui nous a un peu gêné, c'est qu'ils disent que ces avocats avaient été requis par lui pour faire contester la qualification des faits. Alors, il y a 2 choses. Ou il n'a pas porté plainte et il n'a pas intervenu, ou alors, dans le procès, il a des avocats. Mais je dis ce qui est important, c'est que nous, on est content qu'enfin, le PAN ait dit clairement qu'il n'est pas plaignant et qu'on espère le procès reprendra dans la sérénité, que nous pourrons donc démontrer clairement que notre client est parfaitement innocent. C'est ce qu'on attend dans la sérénité. Merci beaucoup. Dernier invité, et pas des moindres sur ce plateau, Émile Bindi, qui est le chargé de communication du mouvement 11 millions de citoyens. Et entre autres, il est expert en propriété intellectuelle et cyberdroit. Est-ce que vous regardez le foot? Oui, bonjour Carole. Vous regardez la Coupe du Monde de football? De temps en temps, quand j'ai 1 ou 2 minutes. Vous avez vu le Sénégal et le Nigeria qui ont offert les 2 premières victoires à l'Afrique. Ça vous a donné de l'espoir? Ça nous a donné de l'espoir et c'est tout en l'honneur de l'Afrique. Mais bien avant de m'étendre sur cette question, je tiens déjà tout d'abord à saluer le million de téléspectateurs que vous avez qui regardent votre chaîne et à leur transmettre les salutations de Cabral Libi qui en ce moment est à Bamenda et qui a failli passer de vie à trépas hier à la suite d'une attaque qui a été perpétrée au niveau de Batibo. Il n'a eu la vie sauve que grâce à la sollicitude, la solidarité, dirons-nous l'aide d'un responsable du SDF qui lui a permis de s'éloigner de la zone de combat pour se retrouver à Bamenda où il a également été témoin d'une autre attaque qui a fait quelques victimes et à l'heure où je vous parle, il se porte bien. C'est ici l'occasion pour moi de témoigner notre sollicitude et notre solidarité aux forces de défense qui se battent de ce côté-là et également aux populations civiles qui vivent l'indicible dans cette région. Merci. Bien. On est en plein dans le sujet puisqu'on en reparle dans quelques minutes. Le temps de marquer le 2e arrêt de cette émission de Canal Presse, c'est la revue de presse et nous vous revenons juste après. Bonjour. L'actualité principale de la semaine qui s'achève, c'est la réponse de Paul Biya à la crise humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est la une du quotidien L'Épervier qui revient sur le plan d'assistance humanitaire d'urgence présenté le 20 juin à Yaoundé par le Premier ministre Philémon Yang. C'est un coup de cœur du président de la République, précise l'anecdote. Le plan Marshall de Paul Biya coûtera 12,7 milliards de francs CFA pour venir en aide aux victimes de la crise anglophone et reconstruire les édifices détruits par les sécessionnistes. Et le choix du président pour coordonner ce plan, c'est un anglophone, Paul Atangandi. La veuve croit savoir que le ministre de l'administration territoriale n'a jamais déçu. Il y a de l'espoir. Pour le recouvrement des fonds, le chef de l'État met l'élite sous pression d'après mutation. L'appel à la solidarité nationale et internationale est déjà sur le rail avec en prime la contribution des élites des 2 régions concernées à 236 millions. Cameroun Tribune condamne les exactions menées par les sécessionnistes qui violent, volent, tuent et détruisent. Un couple a été froidement assassiné en semaine ainsi que d'autres forces de défense et de sécurité. Et pour le quotidien national bilingue, ces actes ont atteint
le seuil de l'intolérance. En sous-marin, il y a les puissances étrangères qui veulent déstabiliser le Cameroun à tout prix et à tous les prix. Le SOA constate que la situation embarrasse Paul Biya, qui serait désormais un élève à exclure pour Paris et Washington. C'est la guerre froide, tandis que le problème de la succession Mouna est dévoilé au grand jour. Selon la une de Repère, le candidat Akere Mouna politise l'affaire en pointant un doigt accusateur sur les loups du Sérail qui veulent le déstabiliser dans sa course vers la présidence de la République. Un nom affiché au grand jour, c'est Laurent Esso, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le déballage d'Akere Mouna suivi par mutation fait état d'une manœuvre entre le Min-Justice et son ancien collègue Amadou Toumouna pour enterrer les ambitions de l'ancien bâtonnier du Cameroun. Il n'y a pas que Mouna qui vise le palais de l'unité. D'autres hommes du Sérail, au vu de la pression occidentale pour débarquer Paul Biya d'Étudie, se positionnent discrètement, ce qui crée de nouveau la guerre, d'après Sans Détour. Tous appellent pourtant leur créateur à se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Ceux de l'Ouest ne sont pas en reste avec une mobilisation sans pareil à Banganté, rapportée par Echo Dundé. Tout compte fait, il y aura présidentielle cette année, sans forcément les législatives. Les prémices d'une prorogation de mandat des députés sont visibles. Sa presse croit savoir qu'il s'agit d'un choix purement politique ou encore d'une inféodation sous-jacente. Kavayege Djibril pourrait ainsi rester patron de l'Assemblée nationale jusqu'en 2019, sauf qu'il se retracte dans l'affaire qui l'oppose à son ancien garde du corps. Le président de la Chambre basse du Parlement, dans une lettre, dit n'avoir jamais porté plainte contre Baba Simala, pourtant au tribunal militaire de Yaoundé. Un peu comme le Cameroun, tensé par la Banque mondiale, qui sous-estime la masse salariale des fonctionnaires du pays en faveur des rémunérations discrétionnaires. Le financier d'Afrique explore le rapport de la Banque mondiale qui demande une meilleure discipline financière au gouvernement. Le FMI et la BEAC sont par contre en accord parfait selon Diapason. La rencontre Lagarde-Toli, patron des deux institutions, a permis de constater que la gestion de la stabilité extérieure et de la politique monétaire promet dans la zone CEMAC. De quoi faire un toast comme les candidats au probatoire de l'enseignement secondaire général qui ont clôturé le bal des examens officiels 2018 vendredi dernier. Sauf que le festi-examen est souvent entaché de meurtres, viols, agressions, remarque la voix du centre. Il faut être prudent de peur de réussir à son examen, étant en enfer ou au paradis. Bon dimanche et à dimanche. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ont leur plan d'assistance humanitaire d'urgence. Il a été dévoilé cette semaine à Yaoundé. Nous en parlons donc en 3 temps. Nous commençons par ce plan lui-même, ses composantes, son contexte, sa mise en œuvre, ensuite son modèle de financement et enfin nous repartirons dans l'histoire pour chercher les leçons des autres types de mobilisation humanitaire liées à certaines crises que le Cameroun a déjà traversées ou traverse encore. Et je commence par vous, Dr Raoul Soumou. Est-ce que vous avez forcément lu ce plan? Qu'est-ce que vous en avez retenu dans les grandes lignes? J'ai retenu que la situation que le gouvernement décrit méritait que quelque chose soit fait. Et on va questionner tout au long de cette émission l'opportunité de ce plan comme vous l'avez annoncé. Mais dès les premières pages, je suis frappé par quelque chose qui me fait douter un peu de l'efficacité de ce plan, a priori même déjà. Les 4-5 premières pages du plan sont consacrées à la recension des différentes exactions des insurgés sécessionnistes. À travers un processus de criminalisation de l'autre, c'est-à-dire généralement la démarche qui consiste à renchérir sur la responsabilité de l'autre permet très souvent de se dédouaner de ses propres responsabilités. Vous avez une démarche qui consiste à attribuer un stigmate terroriste à l'autre.
la criminalisation de l'ennemi dans ce contexte conduit à l'ascension aux extrêmes. Ça fait que on disqualifie toute possibilité de négociation avec lui. Une telle démarche conduit à l'ascension aux extrêmes, des deux côtés naturellement. Ça, c'est la deuxième remarque. La troisième remarque, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression que ce plan vise à tout autre chose que résoudre le problème. Il faut déjà questionner le contexte. Le plan est publié au moment où l'État du Cameroun refuse l'accès à la zone à des organismes humanitaires majeurs. Il s'agit d'éviter que ces groupes-là, ces organismes servent de tête de pont à l'ingérence étrangère. Donc, l'objectif, de mon humble point de vue, de ce plan, c'est plus délégitimer l'intervention extérieure que de résoudre véritablement le problème. Nous allons peut-être y revenir au cours des échanges. On en vient justement. Jean-François Mebenga, c'est un plan de 23 pages pour une durée d'1 an. 74 994 personnes concernées, déplacées et réfugiées en même temps. 12 milliards 716 millions 500 francs CFA de budget, soit 10 milliards à investir dans l'urgence dans les 3 premiers mois. Et déjà 236 millions collectés ces jours-ci à Yaoundé. Ça traduit quoi? C'est un engagement d'en finir très vite avec cette situation pour vous? Oui, alors, je voudrais dire que cette opération, n'est-ce pas, découle de notre devoir de solidarité nationale. C'est un principe cher au régime. Et si l'exécutif suggère une telle opération, cela annonce qu'il y a, c'est pour annoncer la perspective d'un retour tangible de la paix dans ces deux régions. Parce que les gens voient parallèlement des attentats sur le terrain, des enlèvements, mais il y a des gens, et les gens se demandent si une telle opération pourrait avoir lieu. Est-ce que c'est pas à anticiper les choses, alors que sur le terrain, le problème n'est pas résolu? Mais justement, l'exécutif maîtrise la situation. Parce que vous savez, dans une situation, j'ai en face de moi un expert en problème de sécurité, la situation dans ce genre de cas, c'est que nous avons un environnement stratégique national, nous avons un environnement stratégique international. C'est-à-dire, au plan national, vous avez des gens qui soutiennent parce qu'ils ont peur, qui soutiennent ces gens-là parce qu'ils ont peur. Vous en avez qui les soutiennent parce qu'ils font de la spéculation politique. Ou alors parce qu'ils adhèrent à leurs idées. Oh, ils adhèrent à leurs idées. Alors, il faut maîtriser ces éléments-là. Parce que quand on parle de dialogue, on ne peut pas dialoguer avec les pièces de jeu. Les pièces de jeu. C'est-à-dire, ceux qui agissent sur le terrain sont les pièces du jeu. Il faut dialoguer avec le maître du jeu. Voilà, les maîtres du jeu se trouvent ailleurs. Donc, les maîtres du jeu se trouvent ailleurs, c'est soit chez nous, soit ailleurs, n'est-ce pas? C'est avec eux, n'est-ce pas, qu'il faut examiner, du moins c'est ces gens-là qu'il faut essayer de circonscrire. Donc, ce qui fait donc que si le président, si l'exécutif nous annonce là, ça veut dire que ces environnements stratégiques, national et international, sont en train d'être maîtrisés. Merci. Alors, Émile Bindi, vous avez l'impression que c'est un plan mal conçu, mal pensé et qui ne répond pas aux interrogations que vous vous posiez sur la question sur le terrain? Tout à fait, tout à fait. C'est un plan qui est non seulement mal conçu, mal pensé, il relève davantage de la diversion et on peut dire que c'est un véritable bluff institutionnel. Pour plusieurs raisons. Premièrement, lorsque vous scrutez le plan, vous vous rendez compte qu'il est extrêmement fécond en démonstration, explication, justification, clarification. Tout cela détonne avec la politique de la symétrie d'information qui a été menée depuis le début de cette crise anglophone et qui nous font penser clairement que ce plan n'est pas destiné aux populations camerounaises, mais plutôt à un certain nombre de chancelleries étrangères. Deuxièmement, vous avez dans ce plan un discours de la dénégation, de la déresponsabilisation, de la victimisation, avec la mise en place, avec la mise en vitrine d'un certain nombre de boucs émissaires. Ce sont des étrangers, ce sont des personnes tapies à l'étranger et bien d'autres choses, qui dénotent simplement de deux stratégies qui sont blâmables et critiquables dans ce
ce genre de situation, il s'agit premièrement de la stratégie du refus, mais également aussi, au-delà de la stratégie du refus, la stratégie de la contre-attaque enrobée dans une rhétorique du complot. Toutes choses qui sont inacceptables lorsqu'on se retrouve dans un management de crise et surtout à une période comme celle-ci. Alors, Masoka, j'ai moi lu aussi un plan d'assistance qui était détaillé avec des rubriques, des quantités, des prix affectés à chaque activité, comme si des gens se sont assis et ont examiné la situation et ils se sont dit, voilà de quoi souffrent les gens sur le terrain, voilà la réponse que nous apportons. Est-ce que c'est la même chose que vous avez vu? Oui, pas très éloigné tout de même. J'écoute quand même des discours assez durs sur quelque chose qui me semble être très préoccupant. J'ai envie de dire ici que la guerre a un coût, la guerre a un prix. Voilà ce qui est un fait. Moi, je suis journaliste, j'ai cette déformation. Les faits sont têtus, les commentaires sont libres. Écoutez, ça va faire bientôt pratiquement 2 ans qu'on est dans cette escalade de violence. Depuis 2016. Depuis, dans ces 2 régions, avec des compatriotes qui en souffrent, qui en meurent. J'ai été très peiné d'apprendre la mort du sous-préfet de Batibo. Ça là, c'est pas de la rhétorique, messieurs. Je suis désolé. Lorsque on se retrouve, c'est-à-dire que la première attitude que j'ai pour pouvoir donner ma première réaction sur la question, c'est que il me semble que l'État s'est plus préoccupé d'abord à défendre l'intégrité de son territoire et à essayer de protéger les populations, du moins qui sont plus ou moins neutres, qui ont besoin de l'assistance de l'État, qui lui agit dans ses prérogatives. Il me semble qu'on n'en est pas totalement sorti, le problème n'est pas totalement réglé. Malheureusement, les contours qu'impose cette escalade sauvage de violence, qu'on en dise ce qu'on veut, sont tels qu'il faut regarder le problème avec une certaine lucidité, procéder à une véritable évaluation de la situation sur le terrain. Parce que pendant que nous, on ne le fait pas, d'autres le font. Et les autres qui le font, parfois ils le font presque de manière biaisée. Vous avez entendu parler des résultats et des publications de certains ce qui est présenté comme résultat de certaines ONG. Donc je pense que l'État du Cameroun doit pouvoir également prendre ses responsabilités pour être à la mesure d'apporter les éléments d'information qui sont clairs, précis et vraiment sans ambiguïté aucune. Nous sommes là sur un champ politique avec des relents, je veux dire, à caractère diplomatique, avec des relents au niveau social, au niveau sécuritaire, qui font qu'il est nécessaire d'avoir une connaissance précise et profonde de la situation sur le terrain. Non seulement pour pouvoir utiliser cela comme un instrument, comment je dis ça, de réaction sur le terrain, parce que pour que vous puissiez intervenir, il faut avoir des éléments d'information. Mais, et ça c'est déterminant, c'est capital pour le politique, avoir l'information qu'il faut pour pouvoir protéger les populations. Et prendre les bonnes décisions. Exactement. Merci beaucoup. Maître Emmanuel Sim, le MRC s'est plusieurs fois déployé sur le terrain. Est-ce que vous aurez fait le même type de plan pour répondre aux besoins, comme cela se dit, d'assistance d'urgence et d'humanitaire dans ces 2 régions du Cameroun? Écoutez, on aurait fait une démarche différente. Il n'y a même pas eu besoin de plan. Parce qu'il y avait moyen de procéder autrement. Et si l'État du Cameroun l'avait fait à travers ses gouvernants, il n'y aurait même pas eu nécessité de faire le plan. Et on a proposé, quand la crise a commencé, des tas de solutions, le MRC, mais d'autres également, des solutions qui ne coûtaient rien du tout. Ça coûtait 0 franc. Et le gouvernement camerounais a une méthode, voyez-vous. C'est toujours, quand il y a un problème, on commence par dire qu'il n'y en a pas. Le déni. Quand on passe du déni et qu'on finit du bout des lèvres par dire oui, qu'il y a un problème, tout de même, M. Tangandji est ministre du Cameroun. Il a dit qu'il n'y a aucun problème, mais les milliards sortent. Donc il y a un problème quand même. Et il est là depuis le début. Donc, ils ont commencé par le déni. Et puis quand ça ne marchait plus, ils ont suivi par la violence judiciaire. Arrêter les gens, les mettre en prison, faire des menaces, ce n'était pas la solution. Là encore, c'était la mauvaise solution. C'était une réponse judiciaire et violente à une question politique, reconnue même par le président Paul Biya comme une question politique. Ils sont passés à l'autre étape. On essaie de corrompre, de dire, écoutez, on prend tel, on donne un peu d'argent pour qu'il cesse de penser comme il pense. Ça va marcher avec nos frères anglophones. Parce qu'on a minimisé le problème de fond qu'il y avait. Moi, j'ai mes enfants au sud-ouest et j'y vais tout le temps. Et je parlais aux gens. Je me rendais bien compte que même des enfants de 8 ans, de 10 ans, étaient déjà participants du combat en disant qu'ils ne vont pas à l'école. Ils adhéraient. Or, le drame qu'on a,
Et la différence avec Boko Haram, c'est celle-là. Boko Haram, qui est force de l'étranger, et les populations de l'extrême nord, du nord et même plus bas, étaient solidaires pour faire des coups de vigilance, pour repousser Boko Haram. Or, au sud du nord-ouest, c'est très différent. La population semble être aujourd'hui adhérer à ce qui se passe. Et donc, c'est plus compliqué de les gérer. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? J'appelle ça la roublardise. Quand tout ça a échoué, on nous sort encore une roublardise. On dit, on fait un plan. Non, écoutez, on ne soigne pas le cancer avec l'aspirine. C'est ce qu'on est en train de faire. On ne soigne pas le cancer. C'est bien compris. Donc, je pense que pour moi, le plan, déjà, et je dis tel qu'il est présenté, on commençait par là. Oui. Tel qu'il est présenté, je tiens aussi à dire que tout de même, pourquoi faire toutes ces longues phrases-là pour justifier, pour expliquer pourquoi? Non, c'est pas nécessaire. On aurait dû le faire avant, en parlant avec des gens qui ont pris les armes, et même en parlant avant qu'on ait pris les armes. Merci. C'est ce qu'on voulait qu'on fasse. Et on a fait déjà une histoire qui dépasse tout le monde, Merci. en tout cas qui dépasse ceux qui sont au gouvernement. Docteur Raoul Sumo, après Alain Massouka va réagir. Vous voulez prendre la parole? Oui, je voulais sur dire, l'opportunité de je partage votre point de vue. On ne soigne pas le cancer avec l'aspirine. Je suis totalement d'accord. Mais il se trouve que nous sommes face à une situation. C'est pas parce qu'on n'a pas résolu un problème au début qu'on ne va pas le résoudre. Il faut bien faire quelque chose. faut bien faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle je voudrais préciser ma pensée. Je ne suis pas contre le plan. Le plan, il est le bienvenu d'ailleurs. Mais il aurait été efficace s'il s'inscrivait dans un plan d'ensemble. C'est-à-dire si on avait une ligne de défense globale qui intégrait l'offensive, c'est-à-dire purement militaire, la dimension diplomatique, la dimension politique avec des négociations. Or, tel que le plan est libellé, je n'ai pas l'impression qu'il s'inscrit dans un plan d'ensemble. Malheureusement, il n'a pas vocation à résoudre le problème. J'insiste sur le fait que si l'objectif de départ, c'était de dissuader les autres humanitaires de venir, voilà, l'objectif sera atteint. Mais si l'objectif, c'est de résoudre les problèmes de population, tenez par exemple, Carole, les populations, les écoles qui sont brûlées, on va les reconstruire. Ça sert à quoi de reconstruire des écoles lorsque les conditions qui ont conduit à leur incendie perdurent? Moi, je pense que le plan, il faut bien faire quelque chose. Compte tenu du drame que les populations vivent sur le terrain, il fallait faire quelque chose. Mais c'est la philosophie qu'il y a derrière. Il y a quelque chose de mesquin, à la limite de pernicieux. Nous avons l'illusion dans notre pays que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Ce plan est mal pensé, il est mal rédigé, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit. Pardon, vous permettez, je sors par là. Terminé, Alain Massouka. Le plan, plutôt que de résoudre le problème, je crois que lorsqu'il sera traduit, je suppose qu'il est déjà, puisque moi j'ai lu la version française, lorsqu'il sera traduit, ce plan va contribuer à envenimer la situation. Et à sa lecture, vous connaissez qui l'a écrit, qui l'a rédigé directement. On en vient aux conclusions tout à l'heure. Alain Massouka, avant Jean-François Mebenga, sur la même question de l'opportunité, est-ce que vous estimez que ce n'était pas le moment, comme les autres, ou alors il fallait bien faire quelque chose et le gouvernement l'a fait? Puisqu'il se dit que les reproches sont faits au gouvernement de ne pas faire quelque chose justement dans cette crise. Écoutez, vous enfoncez là la porte qui me semble être déjà ouverte. Écoutez, Carole, je voudrais qu'on évite vraiment dans cette affaire-là, parce qu'il y en a, je ne parle pas aux copanélistes, il y en a qui se complaisent dans une situation d'impasse pour qu'on reste, on demeure dans un cul-de-sac. Il faut qu'on évite cette situation. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure M. Sim, qui parle précisément de ce que, par exemple, même les enfants sont concernés par l'affaire, parce que les écoles sont brûlées. Alors, vous comprenez, finalement, qui a la responsabilité de ces dégâts? Si vous me dites l'État, parce que l'État n'a pas fait son travail, je vous regarderai de manière dubitative, parce que je sais qu'il n'y a pas que là-bas. Écoutez, madame Yemelon, j'arrive sur votre plateau, je sors de mon village. Loin là-bas, dans les confins, les tréfonds de Bokito, il n'y a pas de route là-bas. On n'arrête pas de dire ça tous les jours. Chacun sur ce plateau sait que les problèmes de développement local et communautaire existent avec acuité, chacun dans sa localité et dans toute sa communauté. Pourquoi là-bas les gens veulent faire penser que c'est plus aigu là-bas qu'ailleurs? Allez un peu à l'est, allez dans les tréfonds chez moi dans le Mbam, ça existe. Cette banalisation des revendications. Non, je ne banalise pas. Non, c'est malsain. Laissez-moi développer. Je vous assure. Laissez-moi développer, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de banaliser. Il s'agit de s'interroger de
manière pertinente sur les véritables mobiles des revendications des gens. Qu'on ne mette pas sur la face des Camerounais des choses qui sont des choses connues déjà des Camerounais, comme si elles sont nouvelles. Merci. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas apporter des solutions. L'État doit apporter des solutions. Il est dans ses prérogatives. Nous, de la communauté nationale, nous devons faire la pression, chacun dans son profil au niveau social, pour amener l'État à prendre ses responsabilités. On ne va pas brûler le pays parce qu'on n'a pas résolu un problème. On progresse sur la question. Jean-François Mebenga, on revient sur cette question d'opportunité. Comment est-ce qu'on peut parler de reconstruction? Vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il semble que le dispositif sécuritaire ou alors le dispositif politique soit mis en place pour que le gouvernement puisse sortir un pareil plan. Comment vous croire alors qu'on vit encore des escalades de violence dont Émile Bindi a parlé tout à l'heure sur le terrain? Comment parler de reconstruction alors que la violence est encore très présente? Oui, je voudrais d'abord apporter un démenti à ce que Maître Sima a dit tout à l'heure. Le président Biya n'a jamais dit qu'il y avait un problème politique dans les régions du Nord-Ouest. Le 10 février 2016, au il a reconnu la revendication identitaire, n'est-ce pas? Il a reconnu la revendication identitaire et il a accédé, n'est-ce pas, aux sollicitations de ces populations-là, n'est-ce pas? Sur le plan identitaire, c'est-à-dire l'identité culturelle que ces gens-là affichent. Donc, il n'a jamais dit qu'il reconnaissait un problème politique. Il a dit clairement. Alors, là, c'est vous. 2016. Bon, alors, vous en êtes. Bon, maintenant, je voudrais dire une chose. Je voudrais dire que, en fait, là, ce plan, c'est il annonce la phase, c'est-à-dire l'épilogue de cette situation. On ne peut pas dire que le plan apporte des problèmes. Il anticipe en quelque sorte, parce qu'il est question d'aller chercher nos frères qui sont des réfugiés au Nigeria et partout. Et des déplacés dans le il faut aller chercher ces déplacés-là. Et on ne va pas apporter ces déplacés-là pour aller encore les remettre dans d'autres camps de concentration, si vous voulez. Donc il est question d'essayer de ramener de manière tangible la vie telle qu'elle devrait se dérouler pour ces gens-là. Donc il faut les ramener à la vie, réintégrer leur milieu social et réintégrer leurs activités. Bon, donc je vous ai dit qu'en fait, quand on parle de dialogue, on ne dialogue pas avec les pièces du jeu. On dialogue avec ceux qui contrôlent. Vous l'avez déjà dit. N'est-ce pas? Je l'ai déjà dit. Alors, donc, je vois donc pas de quel dialogue il s'agit à partir de ces gens qui mènent des attentats, qui me font des enlèvements. Et il faut également reconnaître que dans des situations de guerre, c'est-à-dire ces genres de guerre asymétriques, lorsque les gens mènent des attentats, font des enlèvements, ben, évidemment, cela traduit leur relative faiblesse, c'est-à-dire la relative faiblesse des auteurs. C'est-à-dire que les gens posent là des actes de désespoir. Alors je crois que c'est ça que les Camerounais voient. C'est cette émotion qui émeut les Camerounais. Mais alors qu'en fait, l'exécutif travaille sur l'environnement intérieur qu'international. Nous avons vu à l'époque, lorsqu'il y a eu l'affaire de l'Irak, on a vu des gens des lobbies pétroliers aller chercher du pétrole pendant que le sang des Irakiens coulait. On en a vu en Libye. La guerre n'empêche pas le business. Bon, donc, ça veut dire que ces lobbies-là, seraient dans cette opération, n'est-ce pas? Donc, il faut maîtriser ces deux environnements plutôt que de se cantonner aux attentats et cela. Ça peut rester, ça peut faire 1000 ans. Émile Bindi, on parle toujours de la question de l'opportunité, mais aussi, comme Dr Aoussoumo l'a signalé, la place de ce plan dans le dispositif de gestion de crise. Et ça nous permet de questionner l'efficacité d'un pareil outil dans le contexte actuel de cette crise. Bon, ben écoutez, en matière de management de crise, il faut déjà savoir que la reconstruction intervient à la fin. Et nous sommes surpris de voir que le gouvernement met de l'accent sur la fin et a oublié toutes les étapes qui rentrent dans le cadre d'un management de crise. Peut-être parce que la reconstruction a un caractère juteux, surtout qu'elle va coûter 12 milliards. Il faudra être très attentif sur les personnes à qui on va attribuer les marchés de la reconstruction dans les mois prochains. Mais maintenant, ce qu'il faut relever au-delà de cela,
C'est qu'en réalité, on nous vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On parle de reconstruction. De quelle reconstruction parlons-nous? Monsieur François Mbenga vient tout à l'heure de parler d'un retour des déplacés. Mais la question du retour des déplacés rentre dans le cadre d'une politique qui doit être pensée de manière rationnelle et systématique. On ne peut pas se lever comme ça. Il y a des éléments sociologiques, psychologiques, anthropologiques qui rentrent dans cette problématique. Bon. S'agissant à présent de l'efficacité, poser la question de savoir si ce plan sera utile. Non, il n'y aura aucune efficacité. Moi, je suis d'avis que si, déjà, avant même qu'on en vienne là, disons les choses clairement, ce plan vise à mettre en place des infrastructures alors que le contrat social a été déjà brisé. Et les institutions n'existent plus de ce côté. Il faut penser d'abord aux institutions avant de penser aux infrastructures. On ne peut pas mettre la charrue. Il n'y a pas de désétatisation dans ces... Non, nous ne parlons pas de désétatisation. Nous disons simplement que les institutions dont nous parlons... C'est lesquelles? De quelles institutions? Les institutions étatiques, elles sont fragilisées. Fragilisées tout simplement pourquoi? Peut-être avec les enlèvements de sous-préfets. Voilà, avec les enlèvements de sous-préfets, avec tout ce que cela comporte. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a... Je crois que vous êtes sur une autre planète. Médecine, vous avez la parole. Je viens à vous par cette déclaration de Mathias Eric Onangini qui a bien dit que si les autorités ont décidé de mettre en place ce plan, ça veut dire qu'elles ont pris les mesures de sécurité qui doivent accompagner cette mise en œuvre. Et on a bien vu dans le plan qu'il y a des rubriques réservées au renforcement de la sécurité dans certaines zones, mais il y a surtout des kits de première nécessité, de matelas, de kits de survie, de kits de dignité comme on l'a appelé. Comment ne pas comprendre qu'on puisse venir assister des personnes déplacées en leur apportant du matériel de première nécessité? Est-ce que cela ne se tient pas pour un État qui assiste des personnes qui sont en difficulté? Madame Humelon, écoutez, il y a des gens qui, dans le confort des studios Yaoundé, des télévisions, de radio, disent des choses sans aller sur le terrain. Nous disons ceci. Et monsieur le docteur Sumo l'a bien dit, il a raison. On aura attendu que l'État fasse un programme général. C'est ce que nous disons. Le plan en soi, qui est de l'argent, qui peut dire que ce n'est pas bien qu'il y ait l'argent pour une population, personne ne le dira sérieusement. Mais la question n'est pas là. Quand les revendications ont commencé, étaient-elles financières? Est-ce que les enfants ont de l'argent? Les anglophones n'ont pas demandé l'argent à l'État central du Cameroun. On leur propose de l'argent. C'est parce qu'ils demandaient. La question de fond demeure, monsieur. Vous n'avez pas soigné une plaie et mettre la bétadine sans l'avoir nettoyée de fond en comble. Sinon, ça ne sert à rien du tout. C'est ce que nous disons. Pour nous, c'est du vernis. C'est du vernis simple. On ne met pas du vernis sur un ongle pourri sans l'avoir soigné. Et je pense que tant que Mbenga et les autres n'ont pas compris ça, et ceux qui nous viennent sûrement, on n'avancera pas. Parce qu'en fait, on met la charrue dans les bœufs. Vous restez sur vos clichés. S'il vous plaît. On vient de dire. Vous restez sur vos clichés, en contraire. Monsieur Mbenga, vous n'avez pas été sur une seule fois, je suis sûr. Moi, j'y vais tout le temps. J'ai la famille là-bas, même au nord-ouest. Je vais vous dire ceci. Comment est-ce qu'on fait pour construire une école quand les balles sont en train de siffler? C'est ça la question que nous posons simplement. En thème plus simple. Comment on fait pour donner des tentes aux gens qui sont déplacés? Il faut d'abord un plan de retour. Quel est ce plan? On ne le voit pas. Comment on fait pour donner des midas, des moustiquaires aux gens qui n'ont plus leur maison? Comment on fait? Et qu'eux ne sont pas en confiance pour rentrer chez eux dans les villages brûlés. La question est la mission de Benga. Et nous pensons que l'État du Cameroun, nos gouvernants, auraient été plus sérieusement été en mesure de régler le problème s'ils avaient écouté. Parce que vous savez, dans mon village, on dit ceci: si on ne sait pas faire la pagaie, on regarde au moins les oreilles du chien. Mais monsieur, vous ne savez pas y faire, mais écoutez au moins ce qu'on terminé, merci. C'est ça la question qui est posée. Docteur Aoussoumo, je viens voir Alain Massouka. Oui, moi je voudrais dire deux choses. La première, c'est que il me semble qu'on ne prend pas en compte un certain nombre d'éléments. Vous avez deux catégories de personnes. Vous avez des déplacés qui sont quitte à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Tchan, accessoirement. Vous avez des gens qui ont fait le choix pour aller au Nigeria. Moi, j'ai lu une série de reportages sur les réfugiés au Nigeria. C'est des individus qui sont en rupture vis-à-vis du pouvoir de Yaoundé. Moi, je crois qu'il faut faire un travail là-dessus. C'est des personnes qui ont fait le choix, non pas de se réfugier au Cameroun, mais d'aller au Nigeria. Mais c'est prévu parce qu'il y a la prise en charge psychosociale oui, madame. Et psychologique de ces personnes-là. Vous permettez que je déroule. C'est des personnes qui sont en rupture, qui n'ont plus confiance aux autorités de Yaoundé,
qui trouvent que ces autorités ne sont pas légitimes pour conduire des actions humanitaires sur le terrain. Du coup, tant qu'il n'y a pas de véritable... Vous avez posé la question tout à l'heure, vous dites absence de négociation. Ben écoutez, moi je pense qu'il y a des institutions qui sont prévues pour gérer les différends entre les composants de la nation. Tenez l'Assemblée nationale par exemple. Je crois que si à l'Assemblée nationale, le droit à la parole retrouvait la place qui lui était due, je suis sûr que les lignes auraient bougé. Que les gens parlent. La parole a une... cette question à l'ordre du jour. Par exemple, lorsque nous disqualifions ces institutions-là, ça ne marche pas. Pour revenir à la question du plan, il y a un certain nombre de préalables qui n'ont pas été réglés. Moi, je pense que si ce plan, vraiment, je reviens là-dessus, ce plan a sa place. Il fallait bien faire quelque chose, mais ça n'a pas été bien pensé. Je pense que en l'inscrivant dans un cadre global, une chose est sûre, compte tenu de la situation sécuritaire sur le terrain, il est important que l'outil militaire soit utilisé pour amener la paix. Le ministre Atangandji a pris un ensemble de mesures, premier rang desquelles l'intensification du renseignement. Sauf que les autorités administratives sur le terrain n'ont pas reçu de fonds spéciaux pour la collecte du renseignement. Sauf qu'entre-temps, le ministère de l'administration territoriale n'a pas opéré des recrutements en termes d'analyse, parce que le plus important n'est pas de collecter le renseignement sur le terrain, mais d'avoir de très bonnes capacités d'analyse au niveau central. Peut-être c'est fait, ce n'est pas rendu public, ce n'est pas sûr. J'ai la chance, j'ai le privilège, je ne veux pas dire d'avoir des entrées, mais je crois que mon avis est requis. De temps en temps, je donne mon avis. Je connais, écoutez, vous avez dans vos relations au moins 2-3 sous-préfets. Oui. Appelez-le, demandez-le. Oui, une brigade de gendarmerie fonctionne avec moins d'1 million le semestre. Le commandant de brigade doit gérer le carburant, doit gérer un certain nombre de choses. Ce que je dis, c'est quoi? C'est que c'est vrai, il faut utiliser l'outil militaire, mais il faut rationaliser l'outil militaire parce que son utilisation actuelle tend à envenimer les choses. Quoi qu'on dise, la violence des anglophones, on peut discuter là-dessus une journée, elle est de nature réactive. Je crois que c'est nos exactions, c'est nos manquements qui ont conduit à la situation pareille. Je crois qu'il est important qu'on mette vraiment en œuvre le code de... On en vient aux solutions si vous le voulez bien. Alain Massoka, est-ce que vous comprenez que des gens ne reconnaissent pas la capacité de l'État à faire de l'humanitaire dans le cas précis? Parce que certains ont reproché dans l'intitulé de ce plan l'utilisation du terme humanitaire. Est-ce que vous le comprenez? Écoutez, l'État est dans son rôle de régulateur central. D'abord, d'organisateur. Maintenant, il n'est pas exclu que l'État s'appuie sur ce que moi je peux désigner ici comme des structures spécialisées. J'entends beaucoup de choses très intéressantes dans ce que les uns et les autres disent. Par exemple, on essaie de dire au MRC, j'ai entendu M. Sim, il n'arrête pas de le redire avec récurrence, comme s'il y a une démission, des questions qui sont liées aux politiques. J'ai envie de dire sur cette question que les questions politiques, me semble-t-il, commencent à harasser et embêter, à agacer un peu les Camerounais, pour la seule raison que au dénouement supposé ou réel de l'échange et de ce qui a existé comme dialogue, on a bien pu remarquer qu'il y avait des fixations. Et dès que vous commencez à faire des fixations, ça veut dire que vous repoussez le consensus. Et dès que vous repoussez le consensus, vous fermez les portes au dialogue. Donc vraiment la question politique, j'ai envie de dire que, et sur ce plan-là, je prends à témoin précisément le président de la République, précisément dans ce discours du 10 février, où il a effectivement montré clairement qu'il est resté disponible à l'écoute de ceux qui étaient en face de lui pour voir ce qui peut être abordé sur la question politique. Mais il se trouve que la question politique a certainement d'autres relents. Mais ce que moi j'ai envie de dire, je dis bien d'autres relents et c'est très sérieux quand je le dis parce que je crois que si les gens sont sincères en politique, même si la sincérité n'est pas la chose la mieux partagée chez les acteurs politiques parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, vous remarquerez qu'il y a autre chose derrière, j'ai envie de dire, ces insistances et ces fixations. Je crois que ce qui est important à retenir ici, c'est ce qu'il y a à faire. On se rend bien compte à l'évidence qu'il y a des choses à faire. C'est-à-dire, vous parlez précisément de l'encadrement des populations, de leur assistance, mais qui va organiser tout ça dans un État
qui est dans ses prérogatives constitutionnelles. Parce que moi je crois, et vraiment dites que je fais un peu de la fiction politique, moi je crois qu'il y a sans doute quelque chose qu'on rêve à voir comme scénario dans le cadre de ce conflit. Un agenda caché? Oui, il n'est même plus si caché que ça. Je vois un scénario où on verrait donc précisément cette fameuse communauté internationale venir dire que le débat a échoué parce que il y a telle ou telle dérive. Et donc l'État mène des actions humanitaires pour dire communauté internationale, on n'a pas besoin de vous. Parce que le problème n'a pas dépassé le Cameroun, les enjeux sont tels que le problème... Vous permettez que je finisse? Pardon. Vous parlez. Oui, voilà. Je vous donne 30 secondes encore. Merci. Simplement pour dire que franchement, Camerounais entre nous, on doit se regarder les yeux dans les yeux. Nous savons quels sont les risques, nous savons quels sont les enjeux, nous devons nous attarder sur ce qui est prioritaire à faire et ce qui est faisable. Maintenant, je termine définitivement par là. Les gens ont semblé s'interroger sur ce que l'État veut faire, sur ce qu'il y a à faire, et j'ai envie de dire qu'on se surprend du coût de près de 12 milliards que vont coûter entre... On en vient à la question du financement tout de suite. Jean-François Mébenga, 30 Oui, je voudrais quand même rappeler rapidement que quand vous parlez d'Assemblée, je crois qu'au départ, il y a eu une rébellion contre l'État central. Et vous savez très bien, vous êtes expert en la matière, quand il y a une rébellion au niveau de la périphérie d'un pays contre l'État central, c'est l'État central qui intervient, qui utilise sa puissance publique. Vous n'allez pas à l'Assemblée demander aux députés de trouver une solution, n'est-ce pas? C'est l'État qui est offensé parce qu'il a face à une rébellion. Cette rébellion devient une insurrection armée. Après, elle devient un mouvement terroriste. C'est pas alors, donc, c'est pour dire que, quand je parle de clichés, c'est parce que les gens reviennent là-dessus. C'est-à-dire, les gens attendaient une conférence nationale. Elle n'est pas venue. Les gens veulent maintenant le chaos et ils espèrent que dans le chaos, n'est-ce pas, ils vont s'en sortir. On va les installer dans des fauteuils présidentiels parce qu'il y aura eu le chaos. Voilà donc Monsieur Bindi a dit quelque chose d'extraordinaire tout à l'heure. Les théories du complot et les logiques victimaires nous conduisent mais il faut proposer une solution. Au mauvais diagnostic. Quelle est la proposition de l'opposition? Mais je ne fais pas partie de l'opposition, pas encore. Je n'en sais rien. Non, Carole, qu'est-ce que l'opposition propose pour qu'on s'en sorte? Messieurs, je vous en prie. L'Assemblée nationale n'est pas l'émanation de la Guinée équatoriale ou de la République centrafricaine. C'est une institution. Il y a des représentants élus. Voilà, c'est ces zones qui siègent à l'Assemblée nationale. Au Parlement, oui, et je pense que, oui, de manière générale, le Parlement. Moi, je pense que ce que je constate, c'est que des fonctionnaires ont pris le pas sur des hommes politiques. Lorsque la politique était encore sexy au Cameroun, le président Biya disait dans ce type de circonstances, je vous ai compris. Même si à la fin on ne savait pas qu'il avait compris véritablement. Lorsque le RDPC, je parle du comité central, avait les choses en main, les choses n'étaient pas aussi dogmatiques qu'elles le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une clique de fonctionnaires tapés à la présidence de la République qui a été récemment promue au niveau des administrations centrales qui prône la ligne dure. Vous savez, si la conférence nationale, moi je m'en fous qu'il y ait conférence nationale ou pas, mais si la conférence nationale peut sauver l'unité de l'État, pourquoi pas? Quelle que soit la forme de dialogue, mais Madame Yemelon, vous savez, lorsqu'on est à Yaoundé, on peut se gargariser de mots sur le caractère indivisible de l'État. Il faut faire un tour sur le terrain pour se rendre compte que la nation camerounaise est en crise. Merci. Il faut restaurer la République. Oui. Et je crois qu'il faut véritablement, j'ai l'impression, parce que connaissant, j'ai lu un peu la trajectoire du président Biya, ses écrits et discours. Ce que je sais, c'est que c'est un fond politique. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai l'impression qu'il n'a pas véritablement la bonne information. Il n'a pas non seulement la bonne information, mais qu'il est pris en otage. Et je crédibilise la thèse du coup d'état scientifique. C'est un peu comme si on voudrait qu'il entre dans l'histoire comme celui qui aura géopardisé le plus l'unité nationale. Emile Bindi sur cette question, et puis Maître Simi, on va terminer sur la question de l'opportunité. Nous tenons déjà à dire ceci. Premièrement, s'agissant de l'efficacité de ce plan, il ne garantit aucune efficacité. Pourquoi? Parce que le gouvernement est pratiquement évasif sur l'ensemble des mesures qui sont prises. Dites-moi, par exemple, comment fait-on pour réparer les dégâts causés par les mariages et les grossesses précoces? Comment fait-on pour apporter une assistance psychosociale aux familles des soldats
qui sont tombés du côté du nord-ouest et du sud-ouest afin d'éviter des clivages sur le plan national entre les tribus. Mais, vous voyez, c'est totalement surréaliste ce que j'entends. Il s'agit d'articulations, ce sont des articulations en réalité, c'est à la fois sociales et humanitaires. Laissez-moi terminer. Oui. C'est pour dire tout simplement que nous sommes dans une diversion. Nous sommes dans une diversion parce qu'on ne commence pas à apporter des solutions à partir d'un plan d'assistance humanitaire. À quoi servira un plan d'assistance humanitaire dans un environnement où il n'y a pas de confiance, où il y a vulnérabilité, où il y a le doute qui s'installe, où il y a la symétrie d'information, où il y a le risque, où il y a tout cet ensemble de choses? À quoi cela servira-t-il d'aller construire des hôpitaux, d'aller construire des écoles, de donner des kits, de donner des kits et de tout, dignité. des dignités? Le peuple n'a pas besoin de cet assistanat, il a besoin à un moment donné qu'on lui donne la parole et qu'il puisse échanger. Merci. Maître Sim, Non, avec cette première partie. Le sentiment que moi j'ai, je pense que quand même le partage, c'est que le gouvernement est dépassé par les événements. Voyez-vous, il est totalement débordé par ce qui se passe. Et ça, c'est parce que je l'ai déjà dit, il n'a pas pu avoir la mesure des dangers que la nation courait pour avoir commencé par dire qu'il n'y avait rien. Je vais dire une chose en finissant. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais Maître Sim, cette affaire-là n'est pas seulement depuis 2 ans. C'est un vieux projet. C'est un plan d'il y a 15 ans. Je lui ai dit, mais c'est dans le plan date de 15 ans. L'État du Cameroun qui a quand même des renseignements, il me semble, pas les renseignements pour arrêter Capra Libye ou Sim, qui font leurs meetings, ou les interdire. Si les renseignements les vrais au Cameroun, on devrait le savoir et donc anticiper. On aurait donc pu empêcher même qu'il y ait cette crise s'il y avait un vieux complot que l'État connaissait. Merci. Or, du moment où le président Paul Biya ne gouverne plus, qui n'est plus là, qui ne réunit pas ses ministres, qu'on ne le voit pas, qui ne prend pas la parole. C'est un peu fort de dire que le président ne gouverne plus. Merci. On connaît ce populisme-là. C'est un populisme. C'est un discours populiste connu. C'est pour ça que je parle de clichés. Les gens tournent autour de leur démagogie. C'est tout. Allez-y. Et on revient tout de suite pour la question de financement. C'est la dernière partie de cette émission. La grande rhétorique. Et on revient avec, pour les 15 dernières minutes de cette émission, sur l'approche de financement de ce plan. On l'a vu, et je l'ai dit en début ici, des élites qui se sont mobilisées à Yaoundé cette semaine pour cotiser de l'argent, lever de fonds, jusqu'à près de 236 millions, plus de 236 millions de francs CFA ont été collectés pour commencer à financer ce plan d'assistance. Émile Bindi, je commence par vous. Et vous avez parlé des acteurs qui sont contraints à la contribution. Pourquoi vous utilisez le terme contraint? Effectivement, il faut regarder simplement les images à la télévision nationale. Ils ne sont pas heureux de donner de l'argent? Ils ne sont pas heureux de donner de l'argent pour plusieurs raisons. Premièrement, déjà d'abord parce que il y a un problème d'opportunité de la dépense. Premièrement. Pourquoi est-ce qu'on va dépenser pour une crise qu'on aurait pu détecter bien avant, qu'on aurait pu préparer bien avant, qu'on aurait pu prévenir bien avant, pour venir en aide à des compatriotes qui n'ont pas besoin d'aide mais qui ont besoin de dialogue. Première des choses. Deuxième élément, la question de la proportionnalité de la dépense. Et j'ai lu dans la presse, on demande aux fonctionnaires de donner 50 000 francs, des fonctionnaires qui ont déjà un salaire de misère, ont des primes qui sont bloquées au ministère des Finances avec tout ce que cela comporte et tout et tout. Ils doivent quand même donner 50 000 francs. Et puis vous avez de l'autre côté une bourgeoisie qui conjugue à la fois prospérité, immunité et impunité, qui vient de manière totalement indécente déposer quand même 1 million et 2 millions, mais ils ne sont pas contents de déposer cet argent. Où va cet argent? À quoi servira-t-il? On en vient. Maintenant, merci. Merci. Permettez que les autres prennent la parole sur la question. Le modèle économique, Alain Amasoka, de l'humanitaire, ça a toujours été la levée de fonds en termes d'action, mais ici on parle aussi de la participation des États et des partenaires. Donc finalement, on va dire qu'on est dans un modèle classique de financement de l'humanitaire. D'abord, je veux pouvoir rappeler, si vous me le permettez, que l'un des acteurs qui se trouve être l'un des précurseurs, du moins pour des initiatives qui ont marché dans cette perspective, se trouve bien parmi eux M. Henri Eyeba ici. Il y a quelques années, au contrôle supérieur de l'État, j'y étais à l'époque,
qui avait lancé précisément le concept l'effort de guerre contre Boko Haram. En 2015. En 2015, à Mona Télé, 35 millions séances tenantes ont été mobilisées. Et ras de marée, quelques mois après, je crois qu'on a atteint presque 2 milliards de francs. On a responsabilisé le MINAT. Je précise que c'était un enfantement difficile, précisément parce que les gens avaient des arguments comme ceux de M. Binzi, qui lui oppose à des morts, des tas, des blessés, des gens qui ont besoin de solutions concrètes. Une litanie de mots pour émouvoir, faire de l'invective systématique. Vraiment, j'ai beaucoup de respect pour mon compatriote. J'ai envie de dire qu'on est très bien à l'aise sur un plateau quand on parle. Il n'y a pas de pétarades, de tirs de balles, des rafales dehors. C'est bien, ça bat. Allons le faire. Je suis désolé. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand nous parlons de sécurité, il faut qu'on soit sérieux. Oui. Parce que nous, on est ici à Yaoundé, on parle sur des plateaux de télévision, à la radio. Nous, on a fait des tours sur le terrain. Monsieur Sumo le sait très bien. Franchement, ce n'est pas très bien d'être sur le terrain et de voir des victimes de la guerre. Donc, les gens en ont besoin. Les gens en ont besoin. Vraiment, qu'on le dise, quel que soit le mode de financement, diaboliser l'État central de Yaoundé ou le président de la République, moi, ce qui m'intéresse vraiment en tant que compatriote, c'est de voir qu'un compatriote, quand il a reçu une balle, lorsqu'il arrive à l'hôpital, il doit se faire soigner. Et tout ça, là, comme je l'ai dit au début de mon propos, cela a un coût. La guerre a un prix. Et pour trouver précisément les ressources, il faut les trouver quelque part. Dans un État et l'État a choisi ce type de absolument, avec d'autres mécanismes complémentaires, supplémentaires qui peuvent... qui règlent d'abord un problème précis. On n'en vient pas là. Chaque problème est réglé en son temps, monsieur Sim. Merci, très sincèrement, le plus important, c'est de pouvoir apporter une solution à un problème précis. On ne peut pas apporter, comment je veux dire ça, aucune solution à tous les problèmes qui sont posés. C'est précisément la dérive vers l'impasse et le cul-de-sac, deux notions que j'ai évoquées ici. Pour que rien ne tourne, rien ne marche, aucune solution ne soit trouvée. Et à ce moment-là, merci Alain Masuka. Je reviens à vous parce qu'il faut que les autres prennent la... il faut donner le sentiment exact. Maître Emmanuel Sim, sur la question de financement, on parle bien du budget de l'État, on parle aussi de l'appel à la solidarité nationale, on parle de la contribution des partenaires, on parle de l'adhésion populaire à ce plan. Si vous rejetez le plan, vous comprenez au moins qu'il y ait de la mobilisation pour que le Camerounais lambda se dise mon franc CFA, c'est pour apporter un appui à ceux qui... Je n'ai pas rejeté le plan. Le plan, c'est comme l'aspirine. L'aspirine existe. Il faut bien acheter de l'aspirine avec quelque chose. C'est quand même un remède, hein. Sauf que qui sont un mois les beaux tests. Sauf que j'ai le cancer. Et si j'ai le cancer, l'aspirine ne me sert à rien. C'est ce que j'ai dit. Personne n'a pris l'aspirine. Donc le plan peut être bien là. C'est ça la question de fond que je pose. Maintenant, je suis comme toujours, on se rend bien compte que le plan a été fait un peu précipitamment. Même dans la collecte des fonds, comment c'est prévu. L'État du Cameroun n'est pas encore un État mendiant, il me semblait. L'État doit cesser de demander de l'argent aux Camerounais pour régler les problèmes régaliens qui sont les siens. C'est ce que je dois dire ici aujourd'hui. Mais il y a le budget de l'État qui est invoqué dans le mode de financement. Lorsque le président de la République, qui dit-on gouverne, a un souci au Cameroun, il n'a pas me demandé, moi, qui paie mes impôts, à vous aussi, d'apporter de l'argent. L'État est régalien et c'est des missions normales de l'État. Par contre, là on n'est pas d'accord. Vraiment pas du tout, s'il vous plaît. C'est que on ne parle d'humanitaire. Mais l'État n'a pas fait l'humanitaire dans son propre pays. C'est ce que j'ai dit. C'est sa mission. Il y a humanitaire lorsque l'aide vient de l'extérieur, parce que par exemple, il y a une tornade ou autre chose. C'est bien compris. Les Français amènent par exemple de l'aide à Haïti parce qu'il y a des problèmes qui doivent régler. C'est humanitaire. Mais quand un État fonctionne normalement et qu'il y a des problèmes posés dans le pays, l'État doit les régler sans... Merci beaucoup. Jean-François Pébenga. On ne peut pas dire que c'est l'humanitaire. C'est ses missions normales. Or, lorsqu'on arrive à ce genre même de mots qu'on utilise, on se rend bien compte que l'État, je l'ai dit, est totalement dépassé. Merci beaucoup. Jean-François Pébenga, je viens à vous par une préoccupation. Les Camerounais se demandent, on nous rappelle à une levée de fonds, qu'est-ce qui nous garantit que cet argent ira jusqu'aux victimes, parce qu'on a vécu des situations dans ce pays où on a levé des fonds et après il a été question de détournement de fonds publics. Voilà, je voudrais rappeler à M. Binzi qu'il n'y a pas eu de décret, il n'y a pas eu d'arrêté. J'ai parlé d'un article. Parce que vous dites qu'il y a contrainte. Donc, il n'y a pas eu un décret qui institue cette affaire-là. Vous ne m'avez pas écouté, monsieur François. Donc, il n'y a ni décret, ni arrêté. Première chose, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ici, il s'agit d'un élan de solidarité. Il s'agit de montrer l'attachement des Camerounais à
à leur patrie. Mais les populations anglophones ne veulent pas de cette solidarité. L'attachement des Camerounais, pour dire qu'on cotise pour eux et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on cotise au lieu d'apporter des solutions à leurs problèmes. C'est de cela dont il est question. Il s'agit de l'attachement des Camerounais à leur patrie, cette patrie qui est riche de sa diversité et de son identité. Donc c'est cet attachement-là. Je vous cite ce qui s'est passé le 11 janvier en France. En France, vous avez vu la grande marche après l'attaque de Charlie. Vous avez vu, les millions de Français ont marché avec leurs partenaires. Il y a des Africains qui sont partis d'ici, qui sont allés marcher. On leur aurait dit de contribuer matériellement. Tous ces gens-là auraient contribué. N'est-ce pas? Donc, il s'agit de montrer notre attachement à notre patrie. Docteur Aoussoumo, donc, il n'est pas question ici de contrainte. C'est-à-dire chacun est libre de contribuer. Vous pouvez être un collectif, vous pouvez être un individu, etc. Permettez qu'on avance dans le débat, s'il vous plaît. Docteur Aoussoumo, on parle bien d'une question de mobilisation et le Cameroun, dans son historique, a déjà rencontré, Alain Massoka l'évoquait bien, des opérations comme l'effort de guerre, l'opération coup de cœur pour les Lions indomptables. Quels sont les résultats de ce type d'opération qui permettent qu'aujourd'hui, on puisse être en train de remettre ça pour soutenir deux régions du pays qui sont en difficulté? Ces différentes opérations ont érodé la confiance que les citoyens ont déjà vis-à-vis des institutions et des personnes qui pilotent ces projets-là. Tout à l'heure, Maître Sima a évoqué l'idée suivant laquelle le programme aurait été fait dans la précipitation. Je partage un peu son point de vue. Regardez un peu comment ça se passe avec Boko Haram. Le président de la République a pris 2 arrêtés majeurs. Le premier met en place véritablement un comité ad hoc et le place sous la responsabilité du ministre de l'administration territoriale. Et à travers, je ne sais pas si c'est un arrêté ou une autre, il donne des instructions au ministre des Finances d'ouvrir dans les livres du Trésor une ligne. Cette ligne a fait à ce que moi j'ai été choqué, par exemple, lorsque j'ai vu qu'au terme des contributions de l'autre jour, on ait remis les fonds au ministre Tanganji. Or, par le passé, c'est vrai qu'au début, avec la cacophonie, avant que le président n'organise, on remettait les dons aux autorités administratives. Mais avec Boko Haram, à un moment donné, il était question qu'au niveau des perceptions, que des individus déposent de l'argent pour qu'il y ait une certaine traçabilité. Ça n'a pas empêché que les Camerounais développent, comme d'habitude, leur ingénierie du détournement. Vous avez des personnalités qui ont été épinglées dans le cadre de la gestion des coups de cœur de Boko Haram, qui malheureusement ont été promis à certaines responsabilités aujourd'hui. Je pense qu'il est important que le président de la République encadre justement la mobilisation. Je crois qu'il est de bon ton. Il est d'ailleurs normal que les Camerounais soient sollicités dans un élan de solidarité. Ça, je partage absolument ce point de vue. Ça renforce le sentiment collectif. Et ça me permet justement, la manière dont ça se passe jusqu'à présent me permet de questionner un peu la manière dont le service après-vente de cette guerre a été assuré. Contrairement à ce qui s'est passé, effectivement, vous avez bien fait de relever, tout est parti de la Léquier, il y a un collectif de journalistes, il y a la grande marche. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, il n'y a pas la même ferveur. Il y a plusieurs raisons. Est-ce que la guerre est légitime? Parce qu'en fait, on avait à l'époque, Boko Haram, je l'ai dit, un ennemi extérieur. Oui, au-delà. C'est complexe. Oui, donc moi je pense que, écoutez, sur la nécessité, je finis là-dessus, sur la nécessité de la mobilisation de tout le monde, vraiment c'est indiscutable. Sur l'opportunité, on peut questionner. Sur l'utilité, on peut questionner. Moi je crois que le plan est nécessaire. On gagnerait plutôt à l'affiner, à l'inscrire dans le cadre d'une stratégie globale. Merci. Monsieur Émile Bindi, je vais commencer à terminer par vous. S'il y avait des choses à retenir de ce plan, s'il y avait des choses à ajuster, que ce soit sur le modèle du financement ou alors sur à qui il est adressé, ce serait quoi? Avant même de répondre à votre question, je voudrais dire une chose, et je voudrais être clair là-dessus. Les populations du Nord-Ouest que nous avons eues au téléphone nous disent qu'on cotise de l'argent à Yaoundé et elles ne savent pas pourquoi. Elles n'en ont pas besoin. C'est donc pour vous dire tout simplement que tout ce qui est en train de se faire... Qui vous avez eu au téléphone? Première des choses. C'est quoi votre question? Excusez-moi. Oui, on peut questionner l'échantillonnage. En tout cas, Gabriel Lévy en ce moment à Bamenda, cela ne fait l'objet d'aucun débat. Je crois que vous pouvez garder... Terminez sur la question, je vous en prie. Merci. Deuxièmement, ce qu'il faut dire, c'est comme le docteur Sumoa le dit, ce plan d'urgence humanitaire est en réalité la dernière pièce d'un puzzle. Il y a d'autres éléments qui doivent rentrer en ligne de compte.
tout d'abord commencer le dialogue, un dialogue franc, sincère, afin de ramener la paix dans ces régions, avant que ce plan d'urgence humanitaire ne se mette en place. Sinon, c'est de la poudre aux yeux, c'est encore de l'incantation au moment où nous avons besoin de solutions. Maître Emmanuel Sine, dans son propos lors de la collecte ici à Yaoundé, le Premier ministre a rappelé un peu l'histoire de cette guerre, et je veux dire cette crise, pardon, et a bien dit que par la surenchère, la manipulation et les pressions diverses, parlant de ceux qui ont porté des projets sécessionnistes, ont commencé par provoquer un blocage du dialogue. Ça veut dire que, si je m'en tiens à ces propos pour le gouvernement, en fait, c'est le camp d'en face qui a bloqué le dialogue. Vous réclamez donc quel type de dialogue, alors que c'est le camp d'en face? Mais c'est ça le drame. Quand est-ce que le dialogue a été convoqué pour que les gens aient refusé? Mais le Premier ministre, mais c'est bien, il existe encore. Je l'avais oublié celui-là. Mais écoutez, le Premier ministre, M. Yan Filémon, je pense, a été au nord-ouest. Il a été reçu par des gens. On a envoyé le Premier ministre Moussong l'autre jour, dans le cadre de sa fameuse commission du bilinguisme. Il a été reçu, personne ne l'a chassé. Personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais attendu que les problèmes rapportés à M. Moussongue, à M. Paul Biya, on commence par voir comment on les règle cela. Avant de parler du temps. Mais oui, c'est pas l'argent. C'est ça le problème, M. Edenga. Vous donnez l'argent aux gens que dans le fédéralisme. Je veux qu'on me respecte. Vous dites prenez 1000 francs. C'est pas ça la question. Et je dis on peut prendre ça comme on veut. Nous disons que pour nous, c'est mettre la charrue avant les bœufs. C'était pas la bonne formule. Et je dis que l'État du Cameroun, le gouvernement camerounais, refuse de comprendre. Et le drame, c'est que toutes les fois qu'on prend une décision depuis le haut, on envoie des gens à la défendre, ce qui est normal. Mais je dis, comment est-ce qu'on fait? C'est une initiative. C'est pas une décision. On est en train de boucler, Jean-François. C'est une initiative. C'est pas une décision. Vous savez, il faut toujours, même pour m'offrir à manger, vous me demandez si j'ai fait. Merci, maître. C'est ce qui se passe. Un mot avec vous, Jean-François Mebenga et Alain Masuka. Alors, c'est un plan qui va fonctionner dans les jours qui viennent. On doit s'attendre à une ferveur populaire sur le terrain, ceux qui vont s'approprier de ce plan. Est-ce qu'il y a un projet de com là-dessus? Oui, il s'agit effectivement d'un plan, c'est-à-dire qu'un ensemble de mesures qui vont être exécutées les unes après les autres, n'est-ce pas? Il s'agit bien d'un plan. Bon, maintenant, parallèlement à l'exécution de ce plan, il y a un travail de sécurisation qui est en train d'être fait. De la zone. Oui, d'accord. Alors, Masoka, comment on communique? Vous avez l'expérience de l'effort de guerre lancé par la LEC qui a été un succès tout au moins. Sur le plan de la mobilisation, comment on s'y prend pour qu'il y ait également une ferveur populaire autour de cet autre plan? Puisqu'il va falloir bien demander les contributions, ne serait-ce que pour renforcer la cohésion sociale autour de Je voudrais préciser que moi, je n'ai pas été sollicité. C'est la preuve que mon avis est neutre. Tout simplement, avant de répondre à votre question, je m'interroge quand même sur une ou deux petites choses. Monsieur Sier m'a dit, et moi j'ai retenu ça parce que j'en ai été sensible, quand il a dit que des écoles sont brûlées, les écoles des enfants sont brûlées. On reconstruit ça avec quoi? L'enfant, là, il rentre à l'école comment? Si avec de l'argent. Avec de l'argent. On reconstruit l'école là avec de l'argent. Oui. Vous ne pouvez pas dire une chose. Il faut un plan pour ça. Merci. Non, mais bien sûr, il faut une programmation. Le tout encore d'assurer la sécurité de cet enfant quand il rentre à Non, franchement, il faut faire des prévisions, s'il vous plaît. De toute façon, il faut de l'argent quelque part. Mettez les mots français que vous voulez. Ne vous laissez pas entraîner parce que voilà, c'est vraiment, c'est difficile de se ressaisir quand vous écoutez de certaines choses sur le plateau. Non, ce que je veux dire, c'est non, parce que pour la simple raison que moi, je fais que le redire. Je sors par là, Carole. Franchement, l'image que je veux laisser sur ce plateau en partie, c'est de dire que la guerre existe. Il y a des victimes et on a besoin de moyens pour pouvoir accompagner ces victimes. Merci. Vous avez parlé maintenant de la question comment on fait pouvoir créer la ferveur populaire. Oui. Mais c'est simple, il faut créer des conditions de facilitation pour l'appropriation précisément de ce dispositif institutionnel qui est mis en place. Les propos, je peux comprendre par respect intellectuel, assez durs, d'autres assez constructifs, que j'ai écoutés ici, sont précisément l'émanation et le reflet de ce que précisément, et c'est ce que moi j'ai toujours porté comme critique, la communication, je veux dire, les outils d'intervention institutionnelle, fussent-ils les mieux pensés possibles, tant qu'ils ne sont pas suffisamment vulgarisés, l'appropriation n'est pas partagée. Merci. Et je dis, le input et le output sont totalement détruits entre les émetteurs et les destinataires. On va repartir à Douala si vous le voulez bien, parce que nous allons terminer cette émission avec 10 minutes d'avance. Mondial oblige, la rencontre Angleterre-Panama sera diffusée dans quelques minutes seulement sur Canal 2 International. C'est à suivre donc tout de suite après Canal Presse. Juliana, si vous êtes en place sur le plateau de Douala, Canal 2 International, a bien les droits de retransmission des matchs. Heureusement, ce n'est pas l'État central.